Et si notre univers n'était qu'un chapitre dans une histoire sans fin, c'est ce que propose le modèle cosmologique cyclique conforme, ou CCC, développé par le physicien Roger Penrose. Ce modèle révolutionnaire offre une nouvelle manière de comprendre l'univers, en se concentrant sur une notion fondamentale, l'entropie. L'entropie est une mesure du désordre dans un système. Prenons un exemple concret. Verre rempli de glaçons. Les molécules d'eau sont bien organisées. C'est un état ordonné avec une faible entropie. Chauffez le verre d'eau. L'énergie apportée par la chaleur fait bouger les molécules de manière désordonnée. Cela augmente le désordre et donc l'entropie. Une chambre ordonnée a peu de façons d'être arrangée, donc une faible entropie. Une chambre désordonnée peut être arrangée de nombreuses façons différentes, donc une entropie élevée. Dans l'univers, l'entropie évolue toujours vers un état plus désordonné, loi de l'entropie croissante. Penrose propose que notre univers fonctionne par cycles qu'il appelle des éons. Chaque éon commence avec un Big Bang et se termine dans un futur lointain, avant de redémarrer avec un nouveau Big Bang. Mais comment cela se passe-t-il ? L'entropie gravitationnelle, c'est le désordre créé par la gravité en rassemblant la matière. Paradoxalement, en formant des étoiles ou des trous noirs, la gravité organise localement mais augmente le désordre total de l'univers. Dans le modèle CCC, l'entropie gravitationnelle est basse au début de chaque éon. À mesure que l'éon avance, l'entropie augmente, notamment grâce à des objets fascinants comme les trous noirs, qui accumulent une énorme quantité d'entropie. La transition entre les éons. À la fin d'un éon, les trous noirs s'évaporent lentement, libérant leur énergie sous forme de rayonnement. Ce processus, appelé rayonnement de Hawking, crée des points de Hawking. Ces points marquent le passage à l'éon suivant, où l'entropie est réinitialisée à un niveau bas. C'est cette réinitialisation qui permet à l'univers de recommencer avec un Big Bang ordonné. Les observations soutenant le modèle CCC. Penrose appuie son modèle sur des indices observés dans le fond diffus cosmologique, le rayonnement fossile de l'univers. Il a identifié des cercles concentriques et des points lumineux qui pourraient être les signatures laissées par les éons précédents. Le paradoxe de l'entropie. Un mystère persiste. Si le fond diffus cosmologique montre un univers en équilibre thermique, comment cela est-il compatible avec une entropie qui augmente ? La réponse réside dans la gravité. Contrairement au rayonnement, qui est déjà à une entropie élevée, la gravité dans l'univers primordial était à faible entropie. C'est cette particularité qui explique pourquoi l'univers primitif semble si ordonné. Conclusion. Le modèle CCC de Penrose change notre perspective sur l'univers. Il propose une vision où l'entropie est réinitialisée à chaque cycle, permettant au temps et à l'univers de continuer à évoluer éternellement. Ce modèle soulève encore des questions, mais il offre une piste fascinante pour comprendre les mystères de notre cosmos. Aujourd'hui, nous allons explorer une avancée fascinante en physique, la théorie des perturbations, qui a permis de mieux comprendre un problème redoutable, le problème à trois corps. C'est une histoire qui relie Newton, le génie du XVIIe siècle, et Laplace, mathématicien révolutionnaire du XVIIIe siècle. Newton avait découvert que les interactions gravitationnelles entre trois corps, comme le Soleil, la Terre et Jupiter, étaient bien plus complexes que pour deux corps seulement. Il craignait que les petites perturbations gravitationnelles causées par Jupiter sur la Terre puissent, à long terme, déséquilibrer le système solaire. Désemparé, il pensait même que Dieu intervenait pour maintenir cet équilibre. Mais Newton, malgré son génie, ne disposait pas des outils mathématiques pour résoudre ce problème. Plus d'un siècle plus tard, Laplace, un mathématicien français, a développé la théorie des perturbations. Cette méthode mathématique permet d'étudier comment de petites forces répétées affectent les orbites des corps célestes. Laplace a démontré qu'au lieu de s'accumuler, ces petites perturbations s'annulent mutuellement sur de longues périodes. En d'autres termes,
même si Jupiter tire légèrement sur la Terre, l'effet global reste stable. Grâce à cette théorie, Laplace a prouvé que le système solaire n'était pas voué au chaos, comme Newton le craignait. Les petites perturbations d'un troisième corps ne mènent pas forcément à une catastrophe. Cette découverte a rassuré les scientifiques. Notre système solaire est stable sur de très longues périodes. Cependant, tout n'a pas été résolu. La théorie des perturbations s'applique surtout lorsqu'un des trois corps est beaucoup plus petit que les deux autres, comme une petite planète face à deux étoiles massives. C'est ce qu'on appelle le problème restreint à trois corps, qui est mathématiquement soluble. En revanche, dans le problème général à trois corps, où les masses des trois objets sont comparables, le système devient chaotique. Cela signifie qu'il est impossible de prédire leurs trajectoires à long terme, car de minuscules variations dans les conditions initiales peuvent entraîner des résultats totalement différents. La théorie des perturbations a marqué un tournant dans la compréhension des systèmes gravitationnels. Elle a corrigé les inquiétudes de Newton en montrant que notre système solaire est stable. Mais elle nous rappelle aussi que certains mystères, comme le problème général à trois corps, restent irrésolus. En résumé, grâce à Laplace et à sa théorie des perturbations, nous avons appris que l'univers, bien que complexe, peut parfois être plus stable qu'il n'y paraît. Cette histoire montre aussi que la science avance par étapes, chaque génération apportant des outils pour répondre aux questions laissées en suspens par la précédente. L'évolution historique de l'observation du ciel. Depuis toujours, les humains ont levé les yeux vers le ciel, fascinés par les étoiles, la lune et le soleil. Mais notre manière de les observer a beaucoup changé au fil du temps. Voici les grandes étapes de cette aventure incroyable. L'Antiquité, les débuts à l'œil nu. Il y a des milliers d'années, les civilisations anciennes observèrent le ciel sans instruments. Les Égyptiens, par exemple, suivaient les cycles des étoiles pour prévoir les crues du Nil. Pour eux, le ciel était plein de légendes et de dieux. Ils voyaient des figures mythologiques dans les constellations et pensaient que le ciel était une voûte solide au-dessus de leur tête. Le XVIIe siècle, la lunette de Galilée. Un tournant majeur arrive avec Galilée et sa lunette astronomique. Pour la première fois, on voit des détails invisibles à l'œil nu, les cratères de la Lune, les lunes de Jupiter, et même des phases sur Vénus. Ces observations bousculent les croyances. La Terre n'est plus le centre de l'univers, comme le pensait Ptolémée. Copernic avait raison, c'est le Soleil qui est au centre. Du XVIIIe au XXe siècle, les lois et la mesure des étoiles. Les scientifiques comme Kepler découvrent des lois pour expliquer les mouvements des planètes. Ensuite, grâce à la méthode de la parallaxe, on mesure pour la première fois la distance entre la Terre et une étoile. La méthode de parallaxe. On observe une étoile à 6 mois d'écart, quand la Terre est à 2 endroits opposés de son orbite. En mesurant ce petit mouvement apparent de l'étoile par rapport à l'arrière-plan, on peut calculer à quelle distance elle se trouve. Plus tard, Hubble prouve que notre galaxie, la Voie lactée, n'est qu'une parmi des milliards d'autres, et il découvre que l'univers est en expansion. Le XXIe siècle, les télescopes spatiaux. Aujourd'hui, des télescopes comme Hubble et James Webb sont dans l'espace. Ils observent des galaxies situées à des milliards d'années-lumière, offrant des images spectaculaires de l'univers tel qu'il était il y a des milliards d'années. Ces outils nous révèlent un cosmos en pleine expansion, accéléré par une force mystérieuse, l'énergie noire. Ce que nous savons aujourd'hui, nous avons découvert que les étoiles fabriquent les éléments qui composent de notre corps. Le fer dans notre sang ou le calcium dans nos os viennent d'étoiles mortes. En un sens, nous sommes faits de poussière d'étoiles. L'univers est gigantesque, mais il reste encore plein de mystères. Qu'est-ce que l'énergie noire? La matière noire? L'observation du ciel est une aventure qui continue. Chaque nouvelle technologie nous rapproche un peu plus de la compréhension des mystères du cosmos. Et même si nous avons fait beaucoup de progrès, une chose reste inchangée.
Notre fascination pour ce ciel étoilé qui nous fait rêver depuis toujours. N'oubliez pas, chaque étoile que vous voyez la nuit est un voyage dans le passé et chaque découverte est une porte ouverte sur l'infini. L'émergence de l'idée d'un univers en expansion. Imaginez un instant que l'univers tout entier ne soit pas figé, mais en mouvement, en expansion constante. Une idée révolutionnaire qui a émergé grâce à une rencontre fascinante entre la théorie et l'observation. Première étape, la révolution d'Einstein. En 1915, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité générale, une véritable révolution scientifique. Cette théorie redéfinit notre vision de l'univers, qui n'est plus seulement une collection d'objets dans l'espace, mais l'espace-temps lui-même, une structure dynamique, déformée par la matière qu'elle contient. Pourtant, Einstein pensait que l'univers était statique. Alors, lorsque ses propres équations suggèrent un univers en mouvement, il introduit une constante cosmologique pour le maintenir immobile. Une solution provisoire, mais bientôt remise en question. Deuxième étape, les pionniers Friedman et Lemaitre. Dans les années 1920, deux scientifiques, le mathématicien russe Alexandre Friedman et l'abbé belge Georges Lemaitre, vont bouleverser cette vision. Ils montrent que les équations d'Einstein favorisent un univers en expansion, une idée radicale mais soutenue par des bases mathématiques solides. Lemaitre, en particulier, propose que l'univers ressemble à un ballon qui se gonfle, où les galaxies ne bougent pas, mais où c'est l'espace lui-même qui s'étire. Troisième étape, les preuves astronomiques. Pendant ce temps, les astronomes Vesto Slipher et Edwin Hubble font des observations clés. Hubble découvre que des nébuleuses, autrefois considérées comme des objets de notre galaxie, sont en réalité des galaxies entières, bien au-delà de la Voie lactée. Mais ce n'est pas tout. En analysant leur lumière, Slipher et Hubble constatent un phénomène intrigant. Les galaxies lointaines s'éloignent de nous, et plus elles sont loin, plus elles s'éloignent vite. Ce décalage vers le rouge de leur lumière est une preuve directe d'un univers en expansion. Quatrième étape, l'expansion validée. Grâce aux travaux combinés de la relativité générale, des prédictions de Friedman et Lemaitre et des observations d'Hubble, l'idée d'un univers en expansion s'impose. Puis, en 1988, une découverte bouleverse encore davantage notre compréhension. L'expansion de l'univers ne ralentit pas, comme on l'imaginait. Elle s'accélère. Cette mystérieuse accélération est attribuée à une force inconnue que l'on appelle énergie noire. Une force dont la nature reste à ce jour un mystère. L'idée d'un univers en expansion, autrefois inimaginable, est aujourd'hui au cœur de notre compréhension du cosmos. Elle repose sur des concepts mathématiques audacieux, des observations minutieuses et des théories révolutionnaires. L'histoire ne s'arrête pas là. Qui sait quels secrets l'univers nous réserve encore? Une chose est sûre, chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la vérité sur notre place dans ce vaste cosmos. L'univers que nous connaissons aujourd'hui est immense, homogène et en expansion. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Pour répondre à cette question, les scientifiques ont développé la théorie de l'inflation cosmique, une phase d'expansion ultra rapide qui a précédé le Big Bang Show et a façonné notre cosmos. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers était minuscule, bien plus petit qu'un atome. Puis, en un clin d'œil, il a connu une expansion exponentielle, s'étendant d'1 milliard de fois en moins d'une fraction de seconde. Cette expansion rapide a préparé le terrain pour ce que nous appelons le Big Bang Show. Avant l'introduction de l'inflation, la théorie du Big Bang classique posait plusieurs énigmes que l'inflation cosmique a aidé à résoudre. Les régions opposées de l'univers semblent avoir exactement la même température, même si elles n'ont jamais été en contact.
L'inflation explique cela en supposant que, avant l'expansion rapide, ces régions étaient proches et en équilibre thermique. L'inflation a tellement étendu l'espace que les courbures de l'univers ont été aplanies, comme une balle de basket qui devient une surface géante et semble parfaitement plane. Selon la physique des hautes énergies, des particules exotiques, comme les monopôles magnétiques, auraient dû être abondantes. Mais l'inflation a tellement dilué ces particules qu'elles sont devenues indétectables. L'inflation n'a pas seulement résolu ces énigmes, elle a aussi semé les germes de la structure de l'univers. Pendant l'inflation, des fluctuations quantiques minuscules ont été étirées à des échelles astronomiques, formant les bases des galaxies et des amas de galaxies que nous voyons aujourd'hui. Contrairement à l'idée d'un Big Bang surgissant d'un point de densité infinie, l'inflation propose une transition progressive où l'espace et le temps émergent d'une phase inflationnaire. L'histoire ne s'arrête pas là. L'inflation pourrait être éternelle, se poursuivant sans fin dans certaines régions de l'univers. Cela signifie que notre univers ne serait qu'une bulle parmi d'innombrables autres, formant un multivers où chaque bulle-univers pourrait avoir ses propres lois physiques. L'inflation efface toute trace de ce qui a existé avant, rendant impossible de connaître l'origine de l'univers. De nouveaux univers continuent d'apparaître, chacun avec des caractéristiques différentes. L'inflation ne s'arrête jamais complètement, ce qui signifie que l'espace continue de s'étendre sans fin dans certaines régions. L'inflation cosmique est une théorie puissante, mais elle ne répond pas à toutes les questions. Nous ne savons pas ce qui a déclenché l'inflation. L'inflation éternelle ne peut pas reculer indéfiniment dans le passé. Il nous est impossible d'observer directement d'autres univers. L'inflation cosmique a transformé notre compréhension de l'univers, expliquant sa structure et son homogénéité. Mais elle ouvre aussi la porte à de nouvelles questions encore plus profondes, notamment sur la nature du multivers et l'origine ultime de notre réalité. Bienvenue dans cette exploration fascinante de l'astrobiologie et des défis actuels dans la recherche de la vie ailleurs dans l'univers. Nous allons aborder les principaux obstacles scientifiques et philosophiques qui rendent cette quête à la fois passionnante et complexe. La première difficulté majeure est qu'il n'existe pas de définition universelle de la vie. Oui, vous avez bien entendu. Sur Terre, nous avons des descriptions de ce qu'est la vie, mais aucune définition qui soit claire et partagée par tous. Comment chercher quelque chose que nous ne savons pas exactement définir? C'est un peu comme si on cherchait à capturer une forme de lumière sans savoir exactement ce qu'elle est. Imaginez que vous arrivez sur une planète où la vie existe. Mais voilà, la vie influence et modifie son environnement. Après des milliards d'années, il devient quasiment impossible de savoir ce qui vient de l'environnement naturel et ce qui a été modifié par la vie. Ce défi est crucial car, à mesure que la vie évolue, elle modifie l'atmosphère, l'eau et la surface de la planète. Nous avons un gros problème. Nous regardons l'univers avec des yeux terriens. Tout ce que nous savons sur la vie vient de notre propre planète, et cela limite notre capacité à imaginer d'autres formes de vie. Est-ce qu'une forme de vie pourrait exister sans eau, comme nous la connaissons, ou sans carbone? Nous n'avons encore aucune réponse définitive. Les biosignatures sont des indices de vie, comme des gaz dans l'atmosphère, mais il y a un hic.
Certaines de ces signatures, comme le méthane, peuvent être produites sans vie biologique. Détecter une biosignature ne signifie pas nécessairement que de la vie existe. C'est un peu comme si vous trouviez des empreintes de pas dans la neige, mais vous ne savez pas si elles appartiennent à un animal ou à un promeneur. Passons maintenant aux défis pratiques. L'exploration spatiale coûte extrêmement cher et les missions sont souvent limitées en portée et en fréquence. À moins de disposer de technologies révolutionnaires et de financements massifs, la recherche de la vie reste un projet à long terme et complexe. L'un des plus grands obstacles à la recherche de la vie est la distance. Même si nous détectons une biosignature sur une planète lointaine, il nous faudrait des centaines, voire des milliers d'années pour envoyer une mission pour confirmer cette découverte. Cela rend toute exploration directe extrêmement difficile. Et puis il y a une dimension qui semble presque philosophique, la psychologie extraterrestre. Comment pourrions-nous comprendre les motivations ou comportements d'une civilisation extraterrestre si elle existe? Nos perceptions humaines pourraient-elles être trop limitées pour interagir avec des formes de vie totalement différentes? Passons maintenant à un autre sujet fondamental, l'eau. Nous savons que l'eau liquide est essentielle à la vie telle que nous la connaissons. C'est pourquoi la zone habitable d'une planète est si cruciale. Il s'agit de la région autour d'une étoile où l'eau peut rester sous forme liquide à la surface de la planète. Mais attention, cette zone dépend de nombreux facteurs comme la taille de l'étoile ou la distance de la planète. L'astrobiologie comporte aussi des paradoxes fascinants. Par exemple, pourquoi cherchons-nous la vie ailleurs dans l'univers alors que nous savons qu'elle existe déjà en abondance sur Terre? Et comment pouvons-nous rechercher quelque chose que nous ne comprenons même pas complètement? Ces questions remettent en question notre compréhension même de ce qu'est la vie. Alors pourquoi consacrer autant de ressources et de réflexions à la recherche de la vie ailleurs? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, cela nous aide à mieux comprendre notre place dans l'univers. Si nous découvrons d'autres formes de vie, cela pourrait nous donner une perspective nouvelle sur notre propre existence. Mais cela va au-delà de la simple curiosité. En étudiant la vie ailleurs, nous pouvons apprendre à mieux gérer notre propre planète et découvrir des solutions aux défis environnementaux actuels. Les scientifiques ont identifié plusieurs éléments essentiels à la formation de la vie, tels que le carbone, l'azote, l'oxygène et le phosphore. Ces atomes sont les briques de base des molécules organiques qui composent les êtres vivants. Cela nous donne une idée des conditions nécessaires à la vie, mais il pourrait exister des formes de vie que nous ne comprenons même pas encore. En fin de compte, la recherche de la vie ailleurs dans l'univers n'est pas seulement une question scientifique. C'est une quête pour comprendre notre propre existence, les limites de l'habitabilité et la responsabilité que nous avons en tant qu'espèce. Et au-delà des questions scientifiques, cette recherche nous aide à affronter des questions philosophiques profondes. Qui sommes-nous? Et sommes-nous vraiment seuls dans l'univers? La matière noire, un mystère cosmique. La matière noire est une substance mystérieuse qui compose 85% de la gravité mesurée dans l'univers. Pourtant, elle est invisible et n'émet aucune lumière. Pourquoi est-elle si importante? Elle joue un rôle clé dans la formation des galaxies et des grandes structures de l'univers. Mais qu'est-ce que c'est réellement? C'est là que le mystère commence. Ce que nous savons, elle agit par la gravité. La matière noire influence les objets autour d'elle grâce à sa force gravitationnelle. Cependant, elle ne brille pas et n'interagit pas avec la lumière. Elle traverse tout. Des milliards de particules de matière noire traversent notre corps chaque seconde, mais elles n'interagissent presque jamais avec la matière normale. Une interaction pourrait se produire seulement une fois, par mois. Elle façonne l'univers.
La matière noire est comme une armature invisible. Elle attire la matière normale, aidant à former les galaxies et les amas de galaxies. Sans elle, les étoiles des galaxies s'échapperaient à cause de leur grande vitesse. Comment la cherche-t-on? 1. Dans des laboratoires souterrains, les scientifiques utilisent des détecteurs ultra précis placés sous terre pour éviter les rayons cosmiques. Ils espèrent capter l'énergie laissée par une collision entre une particule de matière noire et un noyau atomique. Avec des télescopes, les effets de la matière noire sur la lumière, comme les déformations dues à la gravité, permettent de cartographier l'invisible. Dans des accélérateurs de particules, les physiciens espèrent recréer des particules de matière noire en collisionnant des protons à des vitesses extrêmes. Hypothèse fascinante. Les étoiles noires, ce sont des étoiles hypothétiques, alimentées par l'énergie de la matière noire dans l'univers primitif. Elles pourraient expliquer la formation rapide des trous noirs supermassifs, ces géants cachés au centre des galaxies. Un Big Bang noir. Et si la matière noire était née lors d'un événement distinct du Big Bang classique, appelé Dark Big Bang? Une idée audacieuse mais encore à explorer. Pourquoi c'est important? Comprendre la matière noire, c'est répondre à l'une des plus grandes questions de la science. De quoi est fait l'univers? Des instruments comme le télescope spatial James Webb nous aident à progresser. Si un jour nous découvrons ce qu'est vraiment la matière noire, cela pourrait révolutionner notre vision de l'univers. À la recherche d'une planète habitable. Imaginez que vous partiez en quête d'une nouvelle maison dans l'univers. Pas une maison ordinaire, mais une planète où la vie pourrait s'épanouir, comme sur Terre. Pour cela, il y a quelques règles du jeu à connaître pour repérer la perle rare parmi les milliers d'exoplanètes découvertes. Voici les points essentiels. La taille et type de la planète comptent. Les planètes rocheuses, comme la Terre, sont plus favorables à la vie que les géantes gazeuses, comme Jupiter, ou les planètes entièrement recouvertes d'eau. Exemple, Kepler 22b, 2,3 fois plus grande que la Terre, est probablement une géante gazeuse, ou une planète océanique, donc peu accueillante. Autre exemple, K2 18b, qui a une masse 8 fois supérieure à celle de la Terre, est aussi dans cette catégorie. En résumé, une planète trop grosse ou trop étrange est souvent un mauvais candidat. Une température ni trop froide ni trop chaude. Pour qu'une planète soit habitable, il faut que l'eau liquide puisse exister à sa surface. C'est essentiel pour la vie telle que nous la connaissons. Exemple, Kepler 186f, bien qu'intéressante, est trop froide avec une température estimée à 85 degrés sous zéro. Pas vraiment un paradis pour la vie. Le type d'étoile joue un rôle clé. Certaines étoiles, comme les naines rouges, plus petites et moins chaudes que le Soleil, posent problème. Elles émettent souvent des éruptions violentes qui peuvent détruire l'atmosphère d'une planète proche. Exemple, Proxima b, autour de Proxima Centauri, une naine rouge, est probablement inhabitable à cause de ce phénomène. Les planètes du système TRAPPIST 1 ont aussi ce problème, et il est probable qu'elles n'aient pas d'atmosphère. L'atmosphère, un bouclier vital. Une planète sans atmosphère, c'est comme une maison sans toit, exposée à tous les dangers. L'atmosphère stabilise la température en empêchant les écarts extrêmes entre le jour et la nuit. Protège des rayonnements nocifs, comme les rayons UV. Permet à l'eau de rester liquide, sans atmosphère, l'eau gèle ou s'évapore. Fournit des éléments chimiques nécessaires à la vie, comme l'azote pour les protéines ou l'oxygène pour respirer. La zone habitable, un critère de départ mais pas une garantie. La zone habitable d'une étoile, c'est la région où la température permet l'existence d'eau liquide. Mais ce n'est qu'un début. Une planète peut être dans cette zone, mais sans atmosphère ou avec des conditions hostiles, elle reste inhabitable. Exemple prometteur. TOI 700d, une planète en orbite autour d'une jeune naine rouge, semble intéressante. Elle est de taille similaire à la Terre. Elle reçoit une quantité d'énergie comparable à ce que la Terre reçoit du Soleil. Cependant, les scientifiques restent prudents. L'habitabilité reste une exception rare dans l'univers. Pourquoi est-ce si difficile?
la recherche d'une planète habitable. 1. Observer ces planètes est complexe. Souvent, on les repère indirectement, en regardant leur effet sur leur étoile. Mais en déduire leur composition ou leur température, c'est une autre histoire. 2. Les instruments actuels ont des limites. Ils détectent plus facilement les grandes planètes proches de leur étoile, pas forcément les plus habitables. 3. La vie est difficile à voir. Trouver des signes de vie, comme des traces de gaz spécifiques dans l'atmosphère, reste un énorme défi. L'avenir de la recherche. Avec de nouveaux télescopes comme James Webb, nous avons de meilleures chances d'étudier les atmosphères et de chercher des indices de vie. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la réponse à cette grande question. Sommes-nous seuls dans l'univers? En attendant, la Terre reste notre maison parfaite. Prenons-en soin. Le mystère du moteur du temps. Le temps passe inexorablement, du futur vers le présent, du présent vers le passé. Mais pourquoi? Le temps, une illusion? Et si le temps n'était qu'une illusion? Imaginez un immense bloc de glace figé dans l'espace-temps. Tous les événements, passé, présent, futur, y coexistent. Ce que nous percevons comme le passage du temps ne serait alors qu'une illusion créée par notre mouvement à travers cette structure. Troublant, n'est-ce pas? Le temps, une création de notre conscience? Le temps pourrait-il n'exister que grâce à notre conscience? Sans nous, pas de temps. Mais ce point de vue pose une question vertigineuse. Si le temps dépend de nous, comment expliquer son existence avant l'apparition des êtres conscients? Mystère. Le temps, une danse cosmique? Le moteur du temps pourrait être l'expansion de l'univers. Alors que les galaxies s'éloignent, que l'espace s'étire, ce mouvement pourrait être la clé du passage du temps. Mais cette idée reste encore à prouver. Le temps, une émergence cachée? Imaginez un niveau de réalité plus profond, plus fondamental que l'espace-temps lui-même. Le temps pourrait émerger d'un inframonde. La physique quantique, avec ses lois étranges comme la non-commutativité, ouvre des portes sur cette idée. Peut-être que le moteur du temps est caché là, dans l'infiniment petit. La masse est l'éveil du temps. Et que dire du lien entre le temps et la masse? La découverte du boson de Higgs qui joue un rôle central et qui explique comment les particules fondamentales acquièrent leur masse. Sans ce mécanisme, les particules comme les électrons ou les quarks n'auraient pas de masse. Et l'univers tel que nous le connaissons ne pourrait pas exister, et où la masse des particules dépend de leur interaction avec un champ invisible, le champ de Higgs. Et selon la relativité, sans masse, pas de temps propre. En d'autres termes, l'apparition de la masse aurait marqué le début du temps pour la matière. Notre perception du temps. Mais qu'en est-il de notre ressenti? Notre cerveau, ce chronomètre imparfait, déforme constamment notre perception du temps. Un instant peut sembler interminable, ou filer en un clin d'œil. La société moderne, avec ses rythmes effrénés, accentue encore cette chronodispersion. Sommes-nous tous prisonniers de notre propre expérience du temps? Une question sans réponse, pour l'instant. Alors qu'est-ce que le temps? Une illusion, une propriété fondamentale de l'univers, une émergence d'un monde caché. À ce jour, aucune réponse définitive n'existe. Mais une chose est sûre, cette quête continue de captiver les esprits les plus brillants. Peut-être qu'un jour nous comprendrons enfin ce moteur mystérieux qui fait avancer l'univers et nos vies. Bienvenue dans cette exploration de l'astrobiologie, un domaine scientifique qui cherche à comprendre l'origine, l'évolution et la distribution de la vie dans l'univers. Qu'est-ce que l'astrobiologie? L'astrobiologie est l'étude de la vie dans l'univers, visant à comprendre son origine, son évolution et sa distribution. Elle combine des éléments de biologie, de chimie, de physique et d'astronomie pour explorer la possibilité de vie au-delà de la Terre. Sur Terre, la vie est incroyablement diversifiée, allant des micro-organismes invisibles à l'œil nu aux vastes écosystèmes. Cette diversité est le résultat de milliards d'années d'évolution, façonnée par des processus biologiques et environnementaux complexes. Comprendre ces processus est essentiel pour identifier des conditions similaires ailleurs dans l'univers. Conditions propices à la vie.
Pour qu'une planète ou une lune abrite la vie, plusieurs conditions sont nécessaires. 1. Présence d'eau liquide. L'eau est essentielle à la vie telle que nous la connaissons. L'eau est un marqueur universel de la vie. 2. Source d'énergie. La lumière du soleil ou d'autres sources d'énergie sont nécessaires pour soutenir les processus biologiques. 3. Éléments chimiques essentiels. Des éléments comme le carbone, l'azote et le phosphore sont cruciaux pour la formation de molécules organiques complexes. Les scientifiques explorent des environnements extrêmes sur Terre pour comprendre comment la vie pourrait exister ailleurs. Par exemple, des études dans les lacs de haute altitude des Andes chiliennes ont révélé des formes de vie adaptées à des conditions similaires à celles de Mars. Mars est particulièrement étudié en raison de ses similitudes avec la Terre primitive. Des missions comme le rover Spirit ont exploré des sites tels que le cratère Gusev, qui présente des caractéristiques géologiques suggérant la présence passée d'eau liquide. Au-delà de Mars, Encelade et Europe. Les lunes de Saturne et de Jupiter, comme Encelade et Europe, sont également des cibles d'intérêt. Ces lunes possèdent des océans souterrains sous des couches de glace, offrant des environnements potentiellement habitables. L'astrobiologie, c'est comme un gigantesque puzzle où chaque pièce vient d'une science différente. Biologistes, chimistes, géologues et astronomes unissent leur savoir pour résoudre une énigme. Comment la vie apparaît-elle et où peut-elle exister dans l'univers? L'astrobiologie est un domaine en constante évolution, cherchant à répondre à la question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers?